Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un plaisir de vous accueillir ici pour cette manifestation. Et on regroupe tous les métiers du bâtiment, du maçon à l'électricien, en passant par le marbrier, le peintre, le vitrier. Ces associations professionnelles représentent à peu près 1400 entreprises, c'est plus de 12 000 travailleurs qualifiés et c'est 1 millier d'apprentis. Donc évidemment qu'on est un secteur large, important et que la FMB est représentative. Et puis ici, le lieu qui vous accueille, c'est le centre de formation Pont-Rouge, qui est un centre de formation qui a été réalisé sur impulsion de la FMB. Formellement, le propriétaire de ce centre, c'est une fondation ad hoc qui s'appelle la Fondation Avenir Bâtiment. Mais néanmoins, c'est effectivement la FMB qui est derrière ceci. L'objectif était en fait de délivrer différentes prestations et de répondre à différents besoins en matière de formation de base, de formation continue, d'information professionnelle, d'insertion professionnelle, de logement de jeunes en formation ou en emploi dans le secteur secondaire. On a 44 logements au bout du bâtiment. Et puis évidemment des locaux administratifs. Tout ceci mis à disposition à des conditions de loyer extrêmement avantageuses par rapport à la réalité genevoise qui est relativement onéreuse. Ce qui est intéressant, c'est que ce centre de formation réalisé et mis en exploitation en 2012 est devenu un peu un emblème du monde patronal qui s'est réintéressé à la formation professionnelle et qui a remis à disposition des locaux de ce genre à tel point qu'aujourd'hui d'autres locaux de ce type se sont développés à Genève et on est vraiment très attaché à la responsabilisation de l'entreprise, du monde patronal, du monde syndical aussi, donc du partenariat social pour soutenir la formation professionnelle. Et c'est d'autant plus important qu'on est un secteur structuré avec des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, des conventions collectives de travail qui assurent des conditions extrêmement généreuses. On gagne très bien sa vie dans le bâtiment en Suisse. On a des conditions très favorables, on a une retraite anticipée, des bonnes conditions salariales, des bonnes conditions en matière de sécurité, de santé au travail. Donc vraiment un secteur qui est un secteur d'avenir et qui est un secteur qui mérite beaucoup mieux que l'image qu'il a, qui n'est pas toujours une image très favorable. Et tout ceci s'inscrit en parfaite adéquation, en parfaite résonance avec la thématique qui vous occupe aujourd'hui, puisque le secteur du bâtiment a évidemment un rôle fondamental et central à jouer dans la rénovation énergétique des bâtiments et dans la transition énergétique. On dit que le bâtiment consomme 40 à 50%, en tout cas émet 40 à 50% des gaz à effet de serre et il y a un effort absolument gigantesque à accomplir sur ces bâtiments. Il y a aussi la possibilité pour ces bâtiments d'être porteurs d'énergie nouvelle. On parle de bâtiments autonomes, on parle de panneaux solaires, on parle d'électrification. C'est toutes sortes de domaines dans lesquels les métiers du bâtiment auront un rôle à jouer. Avec peut-être un élément qui nous a l'air fondamental, c'est qu'on est convaincu que ce n'est pas forcément des nouveaux métiers, c'est des métiers qui évoluent. Typiquement, poser un panneau solaire sur un toit, ça ressemble beaucoup à un travail de couvreur, sauf que la tuile en question, ça n'est pas une tuile en terre cuite, c'est un panneau solaire. Donc on pense que les compétences à acquérir pour les entreprises et leurs travailleurs sont plutôt des compétences qui doivent se faire dans le cadre de formations modulaires. On ne souhaite pas de nouvelles formations, même si certaines peuvent se développer, parce que si on fait des nouvelles formations, on n'est pas sûr que l'employabilité de ces travailleurs sera ensuite assurée. Donc c'est vraiment des préoccupations que l'on a. Et puis pour le reste, on travaille aussi beaucoup sur le cadre normatif pour s'assurer que ces rénovations énergétiques puissent se faire. Il y a souvent des conflits de politique publique. Vous savez que mettre des panneaux solaires sur des bâtiments protégés, c'est compliqué. Vous savez qu'intervenir sur des vitrines de nouveau protégées sous l'angle patrimonial, c'est des choses complexes. Donc on travaille beaucoup à l'amélioration des procédures, la simplification des procédures, la prévisibilité des normes, la prévisibilité des décisions étatiques pour s'assurer finalement que les choses se passent le mieux possible. On a encore été consulté tout récemment sur un guide de bonnes pratiques en matière d'assainissement énergétique des vitrines dans les bâtiments qui ont un certain nombre d'années et donc les vitrines sont généralement réalisées en serrurerie et avec une certaine qualité. Donc c'est vraiment des choses qui nous animent beaucoup et on est très très attentif à toute cette problématique. Donc je trouve que ça tombe assez bien, que c'est un thème d'actualité tout à fait bien choisi. Et puis malheureusement, je ne pourrais pas rester pour votre manifestation, mais je me réjouis en tout cas d'en lire les comptes rendus et puis je vous souhaite en tout cas des échanges extrêmement fructueux et une très belle journée sur ces questions. Je suis convaincu que les Suisses
ont quelque chose à apporter au côté français, les Français ont quelque chose à apporter au côté suisse. Notre région continue à se construire et elle doit se construire justement dans le respect des défis énergétiques auxquels on doit faire face. Donc merci beaucoup, c'est un plaisir de vous accueillir ici et très bonne journée. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, Jean-Philippe Guillon, je suis le directeur de la division construction de la société RX France et en l'occurrence je suis le directeur donc du Mondial du bâtiment et du Forum Renault Days qu'on évoquera un petit peu plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, parce que je pense qu'on a mis suffisamment d'informations pour vous informer que ça aura lieu du 30 septembre donc au 3 octobre, dans un petit peu plus d'un mois. Alors, le Mondial du bâtiment, c'est le regroupement de 3 salons, Batimat, Interclimat, Idéaubin. Batimat, donc les matériaux du bâtiment pour l'ensemble de l'activité du bâtiment. Idéaubin, dédié à la salle de bain et au sanitaire. Et puis Interclimat au génie climatique. Alors, je laisserai Sophie Carlier tout à l'heure présenter l'ensemble des intervenants. On a déjà eu donc l'explication, enfin la présentation de Monsieur Ruffner. Donc, le programme de cette matinée, on a démarré à 10h30 et on terminera autour de 13h par un cocktail déjeunatoire avec des questions-réponses donc à 12h30. Je vais essayer, en ce qui me concerne, de respecter le timing des 20 minutes qui me sont imparties pour vous présenter l'événement. Et donc, ensuite, on enchaînera avec l'intervention de Cosmine Kotora et puis une table ronde. Je n'en dis pas plus, je laisserai Sophie expliquer plus en détail ce programme. Pour rappel, le Mondial du bâtiment, donc à peu près 2000 exposants, plus de 120 000 visiteurs attendus sur 4 jours, qui exposent principalement des industriels, des fabricants, des organismes, des organisations professionnelles, des fédérations, des sociétés de services. C'est à peu près en moyenne 50% d'exposants français, 50% d'exposants internationaux. Et puis qui visite tous les métiers du bâtiment, tous les professionnels du bâtiment, les professionnels de la fabrication, les associations, les organismes, les pouvoirs publics, etc. Pour vous donner quelques chiffres plus précis sur l'édition de 2022, puisqu'il s'agit d'un événement qui a lieu tous les 2 ans, nous avions donc 111 750 visiteurs, et puis vous voyez une répartition où on retrouve un tiers des visiteurs sont des artisans, et après c'est assez homogène entre les prescripteurs, les organismes, les fabricants, les négoces et les distributeurs. Et donc une répartition en termes de visitorat de 90 000 visiteurs français, 21 000 visiteurs internationaux. On attend davantage de visiteurs internationaux sur cette édition, puisque sauf catastrophe d'ici un mois, on ne devrait pas avoir d'impact sanitaire, et ça devrait permettre à l'ensemble des personnes présentes dans le monde de pouvoir se rendre. On n'avait pas eu énormément, par exemple, de visiteurs asiatiques sur la dernière édition. On espère que sur cette édition, ils seront plus nombreux, bien que manifestement les hôteliers n'ont pas compris la fin de la période des JO, vu le prix des hôtels qui sont pratiqués sur la fin septembre. Mais bon, on reste confiant, les prix baissent, donc ça permettra probablement aux visiteurs internationaux de venir nombreux. Et en ce qui concerne plus spécifiquement Batimat, donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes répartitions, mais c'est donc au global 88 000 visiteurs en 2022 qui sont vus que pour Batimat, le reste étant des visiteurs qui ont visité l'intégralité des 3 salons. On a un top 5 des pays visiteurs, on retrouve le Maroc, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. La Suisse n'est pas dans ce top 5, mais la Suisse est dans ce top 10. Et je réalise cette présentation pour la 8e fois donc depuis 3 mois, puisque cette tournée internationale, cette tournée que nous avons qualifiée d'internationale, se déroule dans les pays qui sont les plus générateurs de visitorat, avec comme ambition à la fois de bien entendu faire connaître l'événement et apporter un certain nombre de détails sur l'édition 2024, mais aussi s'intéresser autour d'une problématique qu'on définit à chaque édition. Et donc la problématique sur cette édition, dès qu'on parle d'un pays européen, c'est la rénovation énergétique. Quand on va, puisque je suis allé également au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, on est plutôt autour du confort d'été. Néanmoins, on reste avec une problématique climatique. Et donc, l'objectif de ces tournées, c'est de découvrir les bonnes pratiques locales, comme ça a été précisé juste avant. En même temps, de pouvoir comparer ce qui existe en France, ce qui existe à l'étranger, et puis, dans certains cas également, identifier des
des speakers qui pourraient composer, rejoindre certaines des prises de parole que l'on aura lors du salon. Alors justement, cette édition 2024 a comme particularité déjà d'occuper l'intégralité des halls, puisque le hall 7.2, enfin le hall 7 n'était pas occupé en 2022. Ça en fait l'événement, tout type de salon confondu en France, qu'il soit public, comme la Foire de Paris, comme le Salon de l'Agriculture ou professionnel, l'événement qui occupe la plus grande surface d'exposition, puisqu'on parle à peu près de 150 000 mètres carrés d'exposition brute. Donc, avec, donc, comme je le disais, l'intégralité de la porte de Versailles. Ce que vous voyez en rouge, c'est Batimat. En bleu, Idéaubin, en grenat pourpre, enfin grenat plutôt, Interclimat. Et puis l'autre grande nouveauté sur cette édition, c'est l'intégration d'un événement que vous connaissez peut-être qui s'appelait donc le salon Équipe B Metal Expo, dédié à la menuiserie et à la métallerie, qui avait lieu en alternance tous les 2 ans avec Batimat. Et donc on a souhaité intégrer à Batimat sur cette édition pour davantage de clarté dans l'offre que nous avons autour de la construction. Donc Équipe B Metal Expo, lui, occupera le 4, le 5, le 6 sous la bannière Batimat. Dans le 1, nous retrouverons donc les métiers, les matériaux principaux du gros œuvre, du second œuvre. Et puis dans le hall 7, tout ce qui est lié à l'outillage, aux matériaux de chantier, notamment. Où en sommes-nous dans la commercialisation et dans l'avancement de cet événement? Donc nous sommes sur une croissance de 10% par rapport à 2022 en taux de remplissage. On peut s'en réjouir pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est en croissance. La deuxième, c'est qu'on est dans une période très compliquée au niveau de la construction. Surtout depuis janvier où l'activité est fortement à l'arrêt. Et la rénovation qui devait pousser le marché est en retard, en tout cas sur le marché français. On verra par la suite où on en est sur le marché suisse. Mais est en retard puisque elle est grandement dépendante d'un certain nombre de dispositifs publics. Et puis, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail de la situation politique actuelle française. Donc, ça nous pénalise aussi depuis plusieurs mois pour que l'on soit efficace dans la prise en compte, le traitement des dossiers et le dynamisme attendu, puisque au niveau de la rénovation énergétique en France, en tout cas, on évoque des chiffres à peu près 350 000 rénovations par an d'ici 2030, 700 000 par an entre 2030 et 2050. On est déjà en retard et on espère qu'on va rapidement pouvoir reprendre la dynamique qu'on avait en 2022-2023 puisque sinon on sera très loin d'atteindre ces objectifs. Voilà donc pour Batimat. Donc ça s'annonce comme une édition record en termes de remplissage. Et c'est la deuxième édition qui aura lieu à la Porte de Versailles, puisque jusqu'en 2019, nous étions à Villepinte et on a eu la possibilité de pouvoir revenir à la Porte de Versailles, qui était l'emplacement historique de notre événement depuis 2022. Je le disais tout à l'heure, Équipe B Metal Expo, donc sur la menuiserie, la métallerie, là ça fait plusieurs mois qu'on est plein, ça prouve effectivement que c'était une décision appropriée de réintégrer ce salon dans Batimat. Et donc ça, vous retrouverez, si vous nous faites l'honneur de venir sur notre événement, participer à cet événement, vous retrouverez tous les acteurs clés, tous les leaders donc de la menuiserie, de la métallerie. Je ne m'attarde pas plus en détail. En ce qui concerne l'international, donc nous aurons également un pavillon, le pavillon 5, qui sera dédié donc à l'international et notamment à des délégations, puisque lorsque des exposants viennent sous la bannière d'un pays, donc ils sont représentés dans un emplacement dédié au pays, une délégation d'exposants. Et donc vous retrouvez des délégations chinoises, turques, marocaines, italiennes, finlandaises, tchéquies, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls pays présents à notre événement, c'est juste que les autres exposants, espagnols, portugais, suisses, viennent non pas sous la bannière du pays, mais en tant qu'entreprise indépendante. Pour terminer sur les chiffres, alors au niveau d'Interclimat, donc nous avons une progression de 15%.
Ça augure, au-delà de l'attractivité de l'événement, un focus bien particulier sur tout ce qui est notamment pompe à chaleur. Donc c'est un peu dans la thématique aussi qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le génie climatique est à l'honneur. Là, on a un petit peu plus d'exposants français, 60%. Et puis Idéobain, qui sera au même niveau que 2022, qui était une édition record autour de la salle de bain. Mais là, par contre, avec 70% d'exposants étrangers. Notamment beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Turcs, qui sont des gros acteurs donc, de la salle de bain. J'en ai terminé pour les chiffres. Je bascule maintenant sur la thématique principale et le contenu de notre événement. Donc cet événement, cette édition 2024, l'objectif est de changer de perspective à travers une approche donc à travers 4 axes. D'une part, l'adaptation. S'adapter à un monde qui change, ça va être un petit peu aussi en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Innover pour changer le monde, j'en parlerai juste après, mais pour votre information, cet événement est l'événement qui regroupe le plus grand nombre d'innovations en Europe. Je suis pas sûr qu'on a l'habitude de le dire, mais donc du coup innover en ayant plus de 400 innovations qui sont présentes sur 2000 exposants qui participent, le reste étant des exposants qui présentent des nouveautés ou qui présentent leur gamme. Donc on peut s'en réjouir et donc innover pour changer le monde, c'est un des axes forts de cet événement. Les territoires au sens large, hein, aussi bien les régions, les différents pays, puisque on a l'habitude d'être qualifié de d'avoir une approche très centrale en France et de ne pas forcément suffisamment s'intéresser à ce qui se passe ailleurs en dehors de l'Île-de-France pour les événements qui ont lieu à Paris. Donc c'était important qu'on puisse justement faire un focus à la fois sur les bonnes pratiques en région, mais aussi, et je le disais tout à l'heure par rapport à cette tournée, les bonnes pratiques à l'international. Et puis femmes et hommes du bâtiment, puisque là aussi l'objectif est de pouvoir répondre aux enjeux de la filière, et les enjeux de la filière sont notamment autour de la volumétrie de professionnels nécessaires pour atteindre les objectifs en termes de rénovation, notamment de formation, de reconversion, puisque pendant cette période où la construction est un petit peu à l'arrêt, alors qu'on a des besoins côté rénovation, une logique toute naturelle de transformation des métiers, de basculement vers de nouvelles tâches est nécessaire, que ce soit à la fois pour les artisans, mais aussi pour les architectes, les prescripteurs, etc. On aura donc une approche contenue à travers donc plus de 300 intervenants, plus de 10 scènes. On est au niveau du Mondial du bâtiment sur 4 jours, on est sur à peu près 400 prises de parole, enfin 400 zones de contenu, donc c'est très dense et on l'approche avec donc différents espaces. Les deux grands espaces de prise de parole, l'Agora 1 et l'Agora 5.2, qui sont des espaces qui peuvent réunir à peu près 150 personnes, seront autour de ce qu'on appelle les Bâti-Talks, les Réno-Talks, les Archi-Talks ou des colloques. Donc comme leur nom l'indique, autour du bâtiment, de la rénovation. Et puis le 5.2 est un endroit un petit peu plus dédié aux architectes. Nous avons également des experts corners, des matinées campus, où là on est davantage dans quelque chose d'opérationnel, là où au niveau des Bâti-Talks, Réno-Talks, Archi-Talks, on est plus sur une prise de hauteur, sur des conférences, des positions de spécialistes de marché. Renodays by Batimat, je vais y revenir par la suite, mais donc c'est tout ce qui est lié à la rénovation, notamment énergétique du logement, et également sur cette édition du tertiaire. Et Innovation Lab, donc avec notamment les awards de l'innovation, des startups qui composent donc l'exposition également sur cet événement. Renodays by Batimat, et c'est en lien direct avec notre thématique d'aujourd'hui. Donc nous avons organisé pour la première édition l'an dernier le forum Renodays. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cet événement. Donc ce n'est pas un salon, c'est un forum. La distinction vient du fait que vous avez autant de surface dédiée au contenu qu'à l'exposition. On est sur un événement de plus petite taille, hein, puisqu'il occupe un seul hall, et c'est à peu près 100
150 à 200 exposants très spécialistes du marché de la rénovation. Cet événement tient son origine de la mise en place de MaPrimeRénov' en France, donc de la volonté des pouvoirs publics de s'impliquer dans le développement de la rénovation et permet donc, avec, comme je le disais, une zone importante de contenu et 220 prises de parole en 2 jours, d'avoir une approche très pédagogique, très ouverte dans le dialogue autour de justement la compréhension de la réglementation, puisque les règles changent et on aime bien en France en plus faire évoluer les règles tous les 6 mois, on verra si c'est la même chose en Suisse, mais du coup on a à peine le temps de comprendre la réglementation qu'elle a déjà évolué. Alors on va pas s'en plaindre, hein, ça donne de la matière pour que nous on puisse organiser des événements, mais bon, on préférait quand même que ce soit un peu plus stable pour que ce soit efficace. Et puis la présentation des innovations des différents acteurs du métier. Ça se fait donc sous un format, comme je le disais, un peu particulier. C'est des zones de prise de parole qui sont très opérationnelles. Ça dure 20-30 minutes, vous avez ce qu'on appelle des master talks, vous avez ce qu'on appelle aussi des workshops, donc dans des petites salles et des petits espaces qui permettent donc avec une trentaine de personnes d'avoir quelque chose de très dynamique. Et on va recréer en fait cet espace-là au sein du Mondial du bâtiment, au sein de Batimat. Donc à chaque fois qu'on abordera la thématique de la rénovation, on l'abordera sous le label, la marque, peu importe comment on veut l'appeler, Renodays. Et donc pour Renodays by Batimat, on recrée un peu cet événement de zone de contenu qu'on avait sur le forum avec différents ateliers et puis une initiative qui est importante pour nous de Doremi. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais Doremi c'est une initiative très pratique qui permet en fait de comprendre ce qu'on entend par rénovation efficace et notamment rénovation globale multigeste. Et puis le Renovation Tour, donc que j'ai requalifié donc de tournée internationale, puisque comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la rénovation, mais également le confort d'été, que nous avons eu l'honneur d'organiser en partenariat, notamment avec l'Alliance HQE-GBC. Je parlais des innovations tout à l'heure, donc on organise un concours à chaque édition. Ce concours, donc on a reçu plus de 400 sollicitations. On a retenu 229 candidatures. Finalement, une centaine de nommés et puis 38 prix. Et on est sur une progression de 30% par rapport à 2022, donc on peut s'en réjouir. Et ça prouve aussi que ceux qui viennent exposer au Mondial du bâtiment veulent vraiment faire la différence sur cette édition et cette période compliquée, notamment au niveau de la construction. Et les awards donc de l'innovation, en tout cas les exposants vainqueurs seront bien entendu mis à l'honneur. Donc on aura des bornes interactives, une quarantaine de bornes interactives sur l'intégralité des 7 halls, qui permettra donc aux visiteurs de pouvoir rapidement identifier où se trouvent les innovations gagnantes, mais aussi les innovations nommées, puisqu'on sait que parmi les 2 ou 3 principales raisons qui motivent à visiter notre événement, il y a bien entendu les innovations, découvrir les innovations. Il y a également le fait de développer son réseau et puis le contenu tel que j'ai pu vous le décrire auparavant. J'en ai terminé pour la présentation du salon. Il y aura peut-être des questions tout à l'heure dans la partie questions-réponses. J'en viens maintenant à la thématique et afin d'introduire le sujet qui va suivre. Donc, on a souhaité effectivement, alors ce slide-là, il est commun à tous les pays dans lesquels j'ai pu me rendre, puisqu'il ne concerne pas que la rénovation, quand bien même le réchauffement climatique est à l'origine aussi du dynamisme de la rénovation énergétique. Donc, ce sont quelques chiffres, je ne vais pas aller dans le détail, mais qui montrent à quel point la situation est alarmante. Et effectivement, comme ça a été évoqué auparavant, on voit bien que tout ce qui concerne donc le bâtiment, la construction a une part importante au niveau des émissions de gaz à effet de serre, puisque on y retrouve le résidentiel tertiaire, l'industrie, la construction, donc certains procédés industriels et industrie de l'énergie. Donc effectivement, on a tendance à évoquer les métiers du bâtiment comme étant générateurs. Alors moi, je serais pas aussi catastrophique en termes de chiffres, mais globalement, avec le transport, ce sont bien entendu les 2 forts contributeurs, transport et logistique, au réchauffement climatique. Donc des actions sont, en revanche, c'est aussi un milieu qui a bien conscience du problème, et je m'en rends compte dans tous les pays que j'ai pu visiter, Sénégal inclus, où j'étais il y a encore 10 jours, il y a une véritable volonté d'agir, aussi lié à la problématique économique, au coût des matériaux, mais pas seulement, et avec un fort investissement des pouvoirs publics.
Vous le voyez à droite, moi j'étais surpris par ce chiffre, mais on a une croissance moyenne de température assez inquiétante pour un pays comme la Suisse. On en a discuté avec les personnes qui interviendront un petit peu plus tard. La situation géographique de la Suisse, le fait d'être entouré par les montagnes, la fonte glaciaire, tout ça sont autant malheureusement d'explications à ce phénomène, et pourtant on sait aussi que en termes comportementaux, vous n'avez pas grand-chose à envier aux autres. Donc ça prouve bien que c'est pas qu'une question de comportement et que l'effort doit être global pour qu'il soit efficace localement. C'est une préoccupation majeure. Ça touche effectivement tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est confort, tout ce qui est énergétique. Donc toutes ces thématiques-là seront retrouvées dans notre événement et vont être évoquées un petit peu plus tard. Si maintenant on fait un focus un petit peu plus précis sur la rénovation, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'une rénovation efficace, c'est une rénovation globale. Il y a il y a un gros débat en France autour de ça, puisque qui dit rénovation globale dit multispécialiste, multigeste, agir aussi bien au niveau de la toiture, la ventilation, la menuiserie, le chauffage, les murs, le sol, les façades, l'isolation dans son ensemble, etc. Et bien souvent, ce sont différents spécialistes qui interviennent là-dessus, donc pas évident de trouver la bonne manière de faire coordonner efficacement ces métiers dans un espace-temps qui correspond aux attentes de celui qui a commandé les travaux. Donc c'est aussi cette pédagogie qu'on essaye de rappeler à travers nos différentes structures, ateliers. Dorémy, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on évoquera aussi tout à l'heure lors de la table ronde. Je pense que je dois être déjà un peu en limite de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on a souhaité faire ici, et puis vous disposerez cette présentation, c'est vous montrer que sur chacune des thématiques qui concernent notamment la rénovation ou qui concernent le réchauffement climatique et son impact sur notre filière, dès qu'on parle d'adapter la construction, d'adapter la rénovation, on a l'ensemble des éléments qui sont pris en compte à travers nos différents espaces d'exposition, et on a souhaité mettre quelques exemples des grands leaders qui seront présents et qui aborderont donc toutes ces thématiques autour des matériaux, de la façade, l'isolation, le revêtement, les parois vitrées. Voilà, donc je vais pas les citer pour pas donner plus d'importance à l'un qu'à l'autre, mais vous pouvez voir qu'effectivement de grands acteurs sont présents. Même approche pour tout ce qui est lié à l'aération, à la ventilation. On est effectivement un petit peu plus proche de l'événement Interclimat. Là aussi, les grands acteurs sont présents. Certains leaders ne seront pas présents pour une raison assez évidente et qui dénote de la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'ils ont une activité importante dans la construction plutôt que dans la rénovation. Ils se retrouvent donc dans une situation très difficile. Moi-même, je viens du milieu industriel, donc je connais cette situation d'avoir beaucoup trop de stock, d'être obligé de mettre en place du chômage partiel. Donc c'est pas forcément l'année où on peut se permettre de venir participer à un événement et de communication. C'est pour ces entreprises-là généralement des entreprises qui prennent des gros stands, qui veulent impacter le secteur. Donc certains ne seront malheureusement pas là pour exposer. Néanmoins, on les retrouvera en fonction de différents ateliers, prises de parole. Mais vous avez quand même les grands acteurs et les leaders du marché qui seront présents. Et puis vous l'avez vu, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais on est quand même sur une progression de 15% par rapport à 2022 où étaient présents certains de ces leaders qui ne sont pas absents pour les raisons que j'ai évoquées. Donc ils ont été remplacés par d'autres acteurs et c'est un secteur très dynamique. Et quand on parle aération, ventilation, effectivement, c'est tout ce qui concerne bien entendu le bioclimatique, la ventilation naturelle, les systèmes de rafraîchissement, etc., etc. La protection solaire, ce sera aussi une des zones d'exposition, parce que tout ce que vous voyez est ensuite, pour que ce soit plus simple pour le visiteur de s'y retrouver dans un événement aussi grand, les exposants sont regroupés par typologie de matériaux et thématiques d'application. Donc là vous avez aussi certains des acteurs importants, plus spécialistes de ce domaine, qu'on a souhaité vous indiquer, donc des thématiques qui seront principalement autour du confort d'été, qui seront abordées dans nos zones de contenu. L'isolation,
là aussi, bien entendu, certains des acteurs que vous avez vus avant seront présents. Et là, c'est des acteurs qui viennent spécifiquement pour parler isolation. Il y en a notamment un que vous devez bien connaître puisque c'est un acteur local. Et donc là, on est effectivement, on aura un focus notamment sur tout ce qui est matériaux biosourcés, fibres végétales, les briques, le polyester, le polyester, etc. Enfin, végétalisation accrue des bâtiments. Donc on a quelques exemples, notamment un, je vous invite si vous venez au Mondial du bâtiment qui se trouve donc à la porte de Versailles dans le 15e arrondissement, d'aller visiter la mairie du 15e arrondissement puisque c'est une mairie qui a fait ce pari de la végétalisation. Donc là aussi, ce sera pas forcément spécifiquement présenté dans l'événement à travers les exposants. On n'a pas d'exposant, en tout cas pas à ma connaissance, qui a décidé de végétaliser son stand. On verra, on aura peut-être une bonne surprise. Pour autant, ce sera une thématique qui sera abordée. Et c'est également un projet qui va générer des travaux à la porte de Versailles pour les années qui viennent, puisqu'ils ont prévu de végétaliser tous les toits en fait de la porte de Versailles. Donc on a hâte de voir cet effet aussi pour notre événement futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en ai terminé. Bien entendu, je suis à votre disposition pendant la partie questions-réponses ou pendant le cocktail pour répondre à vos différentes questions. Et donc, j'invite bien sûr Cosmine et puis Sophie par la suite pour vous introduire la table ronde. Je vous remercie. Donc, je voulais partager avec vous un petit peu en introduction et en complément de la présentation précédente quelques éléments sur les enjeux de la rénovation énergétique tels qu'on les perçoit surtout par le prisme et le contexte français. Mais je pense que voilà, c'est pas mal d'idées, d'initiatives qui peuvent avoir vocation à inspirer, peut-être à être répliquées ou en tout cas à ouvrir le débat qui va suivre. Alors, je vais commencer peut-être par présenter l'Alliance HQE. Donc, c'est une association à but non lucratif qui a été fondée en 1996, qui fédère les professionnels de la construction durable avec la perspective de définir un petit peu ce qu'est un bâtiment durable, comment l'évaluer, comment diffuser des bonnes pratiques. C'est une association reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que donc, ça confère des avantages mais aussi des obligations, notamment la bonne représentativité de l'intégralité du secteur de la construction qui sont présents au conseil d'administration de l'Alliance. Et c'est le représentant français dans le réseau des GBC, des Green Building Council, qui sont des associations un peu similaires qui existent un peu partout dans le monde. Donc nos missions, c'est de développer des outils, notamment la plus connue qui est la base INIES, qui est une base de données sur les impacts environnementaux des matériaux qui sert à tout ce qui est ACV en France. Des cadres de référence, comme vous pouvez voir, avec les 4 piliers, qualité de vie, respect de l'environnement, etc., qui sont les cadres dans lesquels s'inscrivent les certifications HQE pour les bâtiments durables. Diffuser des bonnes pratiques à travers des expérimentations, des projets de recherche, des publications. Innover, expérimenter et puis préparer, avoir un dialogue avec les pouvoirs publics dans le cadre d'évolutions réglementaires. Et puis aussi promouvoir, bien entendu, la performance dans la construction durable. Donc l'Alliance est propriétaire de la marque HQE et elle conventionne avec des organismes certificateurs comme Certivia, organisme pour lequel je travaille, qui eux sont chargés de délivrer cette certification HQE haute qualité environnementale aux différents projets de bâtiments, de territoires, d'infrastructures qui en font la demande. Alors, quelques éléments sur le contexte et le cadre réglementaire français autour de la rénovation des bâtiments. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est un contexte ou des initiatives qui doivent être répliquées ou prises en tant que telles, mais plutôt d'indiquer qu'il y a toute une dynamique en fait qui est en train de se mettre en place, que ce soit en France ou en Europe, sur la rénovation, qui s'appuie sur des leviers et dont certains pourraient être repris et il y aurait de la place aussi pour en accueillir de nouveaux. Donc c'est vraiment pour susciter un petit peu le débat d'idées. Le parc de bâtiments existants aujourd'hui en France, d'après la feuille de route de la décarbonation du bâtiment, alors je vais les prendre un petit peu à l'envers, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la rénovation, comparé à 80% sur la construction. Donc on est vraiment sur un impact en termes d'émissions carbone qui est limité. Mais le parc existant, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre du fait de l'exploitation des bâtiments. Alors, 75% des bâtiments ont de mauvaise performance énergétique en Europe, donc c'est ça qui
qui suscite cette forte émission de gaz à effet de serre. Donc voilà, il y a un levier extrêmement important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui se situe dans le domaine de la rénovation et du parc existant. On a tendance à beaucoup se concentrer sur la construction parce que c'est plus facile à aborder de partir d'une page blanche. Mais aujourd'hui, on plafonne un petit peu, en tout cas en France, en termes réglementaires, sur les performances de la construction neuve. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler sur le parc existant. Et on voit bien le report, que ce soit des réglementations, des aides financières, des expérimentations qui se reportent sur les enjeux de la rénovation. Alors, quelques exemples d'obligations réglementaires qui sont déployées progressivement en France depuis, ça c'est les plus récentes, et qui ont pour but de stimuler tout le domaine de la rénovation. Alors le premier d'entre eux, sur ce slide-là, je parle d'abord des bâtiments tertiaires. Il y a un autre volet qui concerne le logement, mais sur le parc tertiaire, il y a l'initiative la plus importante qui est le décret tertiaire, qui est une obligation progressive avec des différentes étapes, 2030, 2040, 2050, pour tous les bâtiments existants, de respecter des niveaux de consommation d'énergie de plus en plus contraints. Donc ça peut se mesurer soit en valeur absolue, en kilowattheure par mètre carré, soit en diminution par rapport à un seuil, par rapport à une année de référence prise, on va dire, dans la décennie 2010. Mais l'idée est d'avoir cette progression d'ici 2050 des consommations. Les DPE, alors ça c'est déjà très établi sur les logements, hein, l'obligation de l'affichage du DPE, c'est pas forcément le cas sur les bâtiments tertiaires, ça le devient. Il y a obligation aujourd'hui de l'afficher. C'est pas la fin de l'histoire, c'est-à-dire que comme pour le logement, l'idée, une fois qu'on l'a affiché, c'est petit à petit d'avoir des obligations, d'élever l'étiquette énergétique des bâtiments tertiaires, sur les années à venir, avec des interdictions probablement de commercialisation pour les bâtiments qui ne seraient pas dans les bonnes classes. Une mesure qui était initialement destinée à préserver la biodiversité et puis aussi indirectement à favoriser le dynamisme des petits centres-villes dans les petites villes, dans les villes intermédiaires, on va dire, en France, qui est la zéro artificialisation nette des sols. Ça a comme conséquence indirecte aussi de favoriser les rénovations. Donc le fait de limiter l'étalement urbain, de vouloir préserver les zones naturelles, ne pas forcément les transformer pour des usages commerciaux, de bureaux ou autres. Alors ça favorise bien entendu son objectif premier, donc la biodiversité, mais ça oblige les gens qui voudraient développer des bureaux, des activités commerciales dans des villes intermédiaires, à revenir vers les centres-villes et à se réintéresser à des bâtiments qui étaient jusqu'ici délaissés. Jusqu'à présent, on doit dire que cette initiative Cœur de Ville a été assez bien accueillie, et puis les premiers retours sont très positifs, avec plein de petits centres-villes qui étaient délaissés jusqu'à présent et qui retrouvent une dynamique, une petite vie de quartier, qui permettent aussi de redonner de l'attractivité à des villes un peu en dehors des principaux réseaux. Le décret Bax, l'obligation d'installer un système d'automation et de contrôle du bâtiment lors de tout renouvellement du système de chauffage ou de climatisation. Et puis aussi, alors ça c'est un cadre beaucoup plus large qui concerne tous les pays européens, mais pas que, puisque ça concerne tous les acteurs qui ont leur siège en Europe, mais ça concerne aussi leurs activités hors du territoire de l'Union européenne, qui est l'obligation de reporter des indicateurs de performance durable dans le cadre de ce qu'on appelle la taxonomie européenne. Donc voilà, c'est toute une classification des activités, et puis la construction est concernée en premier lieu par cette obligation de reporting. Est-ce que les actifs rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle de ce qui a été considéré, de ce qui a été décrété comme étant une activité durable ou pas. Alors aujourd'hui, on n'est que dans le reporting, mais bien entendu, comme avec les DPE, on imagine que dans les années à venir, il y aura des incitations ou des pressions pour que les activités les moins contributrices, on va dire, à la transition environnementale sortent du panel d'activités des opérateurs européens. Sur les bâtiments résidentiels, le principal outil aujourd'hui en France, c'est l'étiquette énergétique, le DPE. Alors la méthodologie a été un petit peu renforcée ces dernières années.
On est un petit peu moins libre de faire ce qu'on veut sur l'étiquette qu'on ne l'était auparavant. Seuls les bâtiments résidentiels sont concernés à ce jour, mais comme je l'ai dit, normalement les bâtiments tertiaires devraient être concernés par la suite. Classification selon deux indicateurs, bien entendu la consommation d'énergie, mais ça c'est nouveau aussi, selon les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Donc voilà, ça c'est la base réglementaire sur laquelle on travaille aujourd'hui en France, évaluer les deux impacts, à la fois les consommations d'énergie et les émissions carbone. Et donc tout ça c'est intégré désormais dans les étiquettes des logements. Et les exigences, donc interdiction de mise en location des logements classés G dès 2025, 2028, interdiction pour les logements classés F, et puis perspective en 2034, interdiction de mise en location des logements classés E. Donc voilà une sortie progressive des logements les plus énergivores et des passoires énergétiques. Alors, bien entendu, pour accompagner tout ça, il y a tout un contexte qui doit être mis en place, des aides, la prime rénov', des incitations financières, aussi des solutions techniques. C'est toute l'utilité des salons comme Batimat, c'est de partager des expériences et de permettre à ceux qui vont être confrontés à ces obligations-là d'avoir les outils pour mettre en œuvre des rénovations efficaces. Et donc ça ne s'arrête pas là c'est le cadre actuel, mais demain on prépare déjà des nouvelles réglementations. Ce qui est à retenir autour de ça, c'est que là on parle d'énergie, de carbone, ce qui est le cadre actuel dans lequel s'inscrivent les constructions et la rénovation en France. Mais le cadre qui nous est fixé pour l'avenir, auquel contribue l'Alliance HQE, c'est un cadre beaucoup plus large en fait, qui va intégrer des enjeux de biodiversité, d'économie circulaire, de qualité des espaces, de modularité. Donc là, on parle de réglementation énergétique ou environnementale, mais vraiment on étend le périmètre d'analyse à des domaines connexes qui auparavant étaient la prérogative vraiment de certification spécialisée, comme était la certification HQE. Mais là, tout ça, à travers le prisme de l'énergie et du carbone, rentre dans la réglementation comme sujet connexe. Donc voilà, c'est toutes ces thématiques qui vont être intégrées dans les réglementations de demain, et notamment sur la rénovation des bâtiments. Alors, là j'ai parlé du cadre français, mais il y a également un cadre européen à tout ça, à l'échelle des 27, donc les bâtiments représentent, bon, ça c'est connu, 40% des consommations d'énergie. Alors surtout, 75% de ces bâtiments ont de mauvaises performances énergétiques et devront être rénovés à moyen terme en Europe. C'est une thématique, la rénovation, qui commence à être prise en main aussi à l'échelle de l'Union européenne, avec la stratégie de la vague de rénovation, donc qui va s'axer autour de 3 priorités: décarboner les systèmes de chauffage et de refroidissement, qui sont extrêmement hétérogènes à l'échelle de l'Europe. Mais donc voilà, le cap, c'est de les décarboner. Et pour ça, il faut s'appuyer sur le contexte local. Il n'y a pas une solution pour tous les systèmes, bien entendu, puisqu'on a affaire à des systèmes extrêmement variés. Lutter contre la précarité énergétique. Une part importante de la population, je crois que c'est 40 millions d'Européens qui ont du mal ou qui ne se chauffent pas. Et pour ça passe par rénover par les bâtiments les moins performants pour rendre la facture énergétique beaucoup moins douloureuse. Et puis, il y a un devoir d'exemplarité pour les bâtiments publics qui vont devoir s'engager en priorité sous l'impulsion de l'Union européenne dans un programme de rénovation. Renforcement de la directive EPBD, donc 16%, rénovation de 16% des bâtiments tertiaires les moins performants d'ici 2030, donc ça c'est l'objectif, et 26% d'ici 2033. Et toutes les initiatives de reporting, donc il y a un cadre de reporting, c'est ce qu'on disait avec la taxonomie européenne qui est mis en place à travers le CSRD, et puis des normes spécifiquement européennes, ESRS, Environmental Sustainability Reporting System. Bon voilà, c'est des directives, des cadres qui ont vocation à faire le lien entre l'aspect performance technique du bâtiment et les besoins des investisseurs en termes de reporting, justement pour classer quels actifs correspondent à des actifs ou à des investissements verts et lesquels n'y correspondent pas. Encore une fois, aujourd'hui, il s'agit de reporting, mais on imagine que par la suite, il y aura
pression, incitation pour que les actifs les moins performants sortent on va dire des activités des opérateurs européens. Voilà. Quelques enjeux partagés ici autour de la rénovation, mais qui ont vocation surtout à ouvrir un peu le débat et la table ronde qui vont suivre. Comme je l'ai dit, au-delà de l'énergie et du carbone, il y a d'autres enjeux qui doivent être intégrés à la rénovation aujourd'hui, notamment le bien-être et le confort des occupants. Donc on l'a dit, le confort d'été, c'est primordial, avec le réchauffement, avec aussi la diffusion une meilleure connaissance sur les bonnes pratiques. Donc voilà, c'est dommage de faire une rénovation énergétique en négligeant tout ce qui est confort d'été. Donc il y a de plus en plus d'indicateurs, de plus en plus de dispositions qui sont introduites dans les réglementations pour tenir compte du confort d'été. Transformation digitale, c'est un levier important de valorisation des bâtiments aujourd'hui. Avoir des bâtiments qui puissent être connectés, qui puissent offrir une bonne infrastructure numérique aux occupants, que ce soit des bureaux, des centres de formation, des hôtels, etc. Un besoin de proposer aussi des services qui s'appuient sur le digital. C'est vraiment des tendances de fond et qui aujourd'hui sont des gros leviers de valorisation pour les opérateurs en France, en Europe. Donc c'est des préoccupations qu'il faut intégrer dès l'amont lorsqu'on mène un projet de rénovation de plus en plus. L'usage, l'adaptabilité, toujours dans une perspective bas carbone, prévoir la modularité, le réemploi, la valorisation des déchets lors des rénovations et l'adaptabilité des espaces. Ça permet des économies bien sûr de coûts et puis de carbone. La biodiversité aussi, on parlait de végétalisation, donc c'est petit à petit des choses qui s'introduisent dans les projets de rénovation, des préoccupations qui s'installent. Puis des enjeux sectoriels pour les bureaux, comme on l'a dit, il y a une vraie crise aujourd'hui en France sur le segment des bureaux. Donc là, toutes ces thématiques d'adaptabilité prennent leur sens quand on mène un projet de bureau, parce qu'on n'est pas sûr qu'il restera en intégralité dédié à des espaces de bureau. Il y a beaucoup de transformations, bureau-logement, bureau-éducation, et puis aussi beaucoup d'incertitudes. Et prévoir cette modularité permet de tempérer un petit peu cette incertitude. En termes d'enseignement, tout ce qui est confort des élèves, c'est en particulier confort d'été, c'est des sujets qui sont beaucoup montés ces dernières années à l'aune des différentes canicules. Les bâtiments de santé, le bien-être des patients et puis l'évolution de l'offre des soins, c'est tout un sujet qui est devant nous. Mais donc c'est un enjeu spécifique à la santé ici, comment accueillir au mieux des parcours de soins qui seront différents à l'avenir. Et puis aussi, comme on l'a dit, les bâtiments de l'État qui ont une vocation d'exemplarité dans tout ce qui est la transition écologique. L'idée de toutes ces thématiques, c'est pas forcément de complexifier la rénovation, c'est pas forcément de contraindre les maîtres d'ouvrage à faire au mieux juste pour des objectifs purement environnementaux. Il y a aussi toute une question financière derrière, qui est celle de sécuriser les investissements par des rénovations performantes et reconnues comme telles. Voilà, ça c'est important. Du coup, on a, à notre échelle, on a distingué 4 types de rénovation. Une rénovation très légère qui concerne souvent les espaces de bureau ou d'enseignement, les réaménagements intérieurs qui visent à améliorer la qualité de vie des utilisateurs du bâtiment ou à répondre à de nouvelles fonctions. Les rénovations énergétiques, donc là on est vraiment sur diminuer les consommations. Les rénovations bas carbone, donc ça implique aussi de réfléchir aux sources d'énergie, pas seulement aux consommations en tant que telles, mais à quelles sources sont les moins émissives en termes de gaz à effet de serre. Et puis les rénovations globales, et c'est là où on va traiter tous les aspects connexes que j'ai évoqués, qualité de vie, biodiversité, connectivité, etc. Dans les rénovations globales, on voit aujourd'hui beaucoup d'extensions du bâtiment. Alors c'est allié aussi à la raréfaction du foncier en France.
on a des extensions, des étages en plus, on étend là où on peut. Il y a les changements d'usage que j'ai évoqués aussi, et puis celles qui visent l'alignement, des rénovations qui visent l'alignement avec la taxonomie verte de l'Union européenne dans le but de pouvoir toucher des financements verts, donc avec des meilleures conditions, que ce soit avec des financements directs de l'Union européenne ou par le biais même des marchés financiers. Les solutions, alors j'ai mis ici la définition qui s'applique au logement, mais on pourrait tout à fait l'étendre au tertiaire issu de la loi climat. Une rénovation performante nécessite de traiter les 6 postes suivants: isolation des murs, isolation des planchers bas, de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, donc tout ça, ça va un peu de soi, la ventilation et la production de chauffage et d'eau chaude, qui doit aller vers le bas carbone, avec un contrôle in situ. Donc voilà, tout ça semble quand même assez logique, hein. Ce serait difficile de considérer une rénovation performante si elle ne traitait pas ces 6 points-là, mais il y en a quand même beaucoup qui ne le font pas, donc c'est quand même un rappel. Et puis le fait de le fixer dans une loi, ça permet d'offrir un cadre commun de compréhension de ce qu'est une rénovation performante. Une méthode, avoir une obligation de résultat dès le début du projet, dès la conception, dès la programmation en fait, de la rénovation. Avoir une approche globale, ne pas négliger le bien-être, ne pas favoriser, on va dire, la performance environnementale ou énergétique au détriment du confort des occupants ou de la pérennité aussi de la qualité du bâtiment. Donc ça, faire le lien avec la ventilation, faire le lien avec le confort, faire le lien avec tout ce qui est acoustique. Voilà, c'est vraiment une approche globale de la rénovation. Et ça, c'est un petit peu plus notre métier, faire vérifier et attester les performances du bâtiment par un tiers de confiance. Donc là, c'est tout le rôle des organismes de certification, de labellisation qui interviennent sur les projets en rénovation. Donc c'est l'objet de Certivea. Donc, Certivea est un organisme certificateur, filiale du CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, qui a une convention exclusive avec l'Alliance HQE pour délivrer la certification HQE. Donc l'Alliance HQE prépare le cadre, mais son métier, c'est pas forcément de certifier les bâtiments, de mener des process de certification. Elle conventionne avec ça, avec un organisme de certification qui est Certivea et pour lequel je travaille, qui lui délivre la certification HQE pour les bâtiments en construction, rénovation, exploitation, puis aussi pour les territoires. Là, vous avez un petit peu le cadre avec toutes les thématiques qui sont couvertes par la certification HQE. Donc on voit que ça dépasse vraiment simplement l'aspect environnemental. On est aussi sur la qualité de vie, avec l'acoustique, le confort visuel, le confort olfactif, les services, l'accessibilité, etc. Il y a toute une dimension économique qui a été introduite récemment dans les référentiels de certification, avec l'économie locale, la maîtrise des coûts, etc. Et puis une dimension management, avec une bonne gouvernance, une exigence sur le commissionnement, etc. Donc voilà, c'est vraiment une certification globale qui permet de donner un cadre à des projets de rénovation qui voudraient tenir compte de tous les enjeux que j'ai évoqués. Il y a aussi des labels complémentaires sur lesquels on peut s'appuyer lorsqu'on veut donner une dimension spécifique à un projet de rénovation, notamment Osmose sur la partie qualité de vie. Ready to Service, qui est un label pour les bâtiments connectés et communicants, qui est très adopté par exemple au Luxembourg. Et Biodiversity, si on veut vraiment appuyer sur le levier de biodiversité, y compris dans les projets de rénovation. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils méthodologiques qui existent, qui sont disponibles publiquement pour des gens qui souhaiteraient simplement s'informer, ou alors disponibles aussi pour être certifiés ou labellisés pour des projets qui souhaiteraient valoriser en s'appuyant sur des marques reconnues pour cela. Voilà. À titre informatif, Certivea intervient dans une trentaine de pays à travers le monde et puis dispose d'un réseau aussi de consultants formés pour accompagner les projets dans les labellisations et certifications. Et puis quelques exemples de rénovations certifiées. Peut-être qu'on aura l'occasion autour de Batimat de partager un petit peu plus d'informations sur ces projets exemplaires. Donc voilà, c'est des projets, alors ils sont détaillés à travers des études de cas, qui sont présentes ici dans le livre blanc sur les rénovations des bâtiments tertiaires qu'on a publié il y a quelques mois, Certivea et l'Alliance HQE.
où vous retrouvez alors, non seulement un certain nombre de détails sur ces quelques projets exemplaires qui ont mené des rénovations. Alors vous allez trouver des informations sur les types de matériaux biosourcés qui ont pu être utilisés, des actions autour du bioclimatisme, quels objectifs en termes de qualité de vie et de confort ont été visés dans le cadre des rénovations pour les bureaux, pour les établissements d'enseignement. Enfin, voilà, toutes ces informations un petit peu plus détaillées avec un petit peu de contenu technique sont présentes dans ce livre blanc. Puis aussi, beaucoup des choses que j'ai présentées sont tirées de ce livre blanc qui veut offrir une feuille de route un petit peu aux acteurs de la construction durable qui souhaitent mener des projets de rénovation durable.